Bonjour à toutes et à tous. Donc Yves Barre, je travaille dans l'équipe Viginature qui s'occupe de suivi de la biodiversité avec des programmes participatifs, donc des partenariats sur Vigikiro dont je vais vous parler, programme de suivi des chauves-souris dans l'Atlantique. Donc Viginature, c'est dépendant du laboratoire CESCO, Centre d'écologie du Centre de la conservation au muséum, et aussi maintenant de Patrénat, ancien service du patrimoine naturel, également au muséum, qui dépend aussi de l'OEB. Je vais laisser juste... Je vais pas me représenter, mais juste pour vous dire que je viens juste parasiter la présentation de Yves avec quelques diapos sur Fletching, ce sera très rapide. L'objectif, c'est vraiment Vigikiro. Ouais, après, du coup, effectivement, je vais pas mal parler de Vigikiro, notamment pour l'objectif premier qu'a Vigikiro, c'est-à-dire de produire des tendances pour un maximum d'espèces, un nombre encore modeste aujourd'hui. Mais on va passer un peu de temps pour parler de production annexe, mais qui nous semble intéressante, qui a un peu progressé ces derniers temps, qui est de faire des cartographies prédictives d'activité pour décider des densités de population. Et là, on a croisé, en fait, pour certaines espèces, quand c'était nécessaire, les données Vigikiro et les données capture, donc c'est pour ça qu'on va parler de catching quand même un petit peu. Alors, Vigikiro, je pense que la plupart, vous savez à peu près ce que c'est, donc je vais essayer d'aller assez vite. C'est 3 protocoles standardisés, donc c'est bien répétable dans le temps, d'enregistrement acoustique. 2 qui ont commencé en 2006, par transect routier, donc l'enregistrement en voiture, en doucement sur des routes secondaires, et un pédestre par contre d'écoute court, et un autre qui a démarré en 2014 suite à l'apparition en fait, de nouvelles technologies qui l'ont rendu possible, c'était pas possible en 2006, d'enregistrement sur des nuits entières, sur des points fixes. Alors, qui participe 650 personnes aujourd'hui, ont participé au moins une fois. Une majorité de bénévoles et de salariés associatifs, qui était un peu le cœur de cible, mais il y a maintenant à peu près un tiers de gestionnaires d'espace et un plus petit nombre de chercheurs, bureaux d'études. Alors ce graphique, il donne le nombre de sites en abscisse et le nombre de nuits, de participation en ordonnée. Donc ça montre un peu la disparité en termes de participation, en sachant qu'il y a des comptes collectifs aussi, hein, donc il y a des points où c'est un peu triché, qui sont plusieurs. Mais donc du coup c'est pour montrer une très très forte disparité. On a 2% des comptes qui fournissent à peu près un tiers des données, mais on a quand même pour les participants plus modestes qui fournissent quand même plus de 20% des données donc, et qui souvent complètent beaucoup l'échantillonnage spatial. Donc l'échantillonnage spatial, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de 200 transects routiers, 200 transects terrestres qui ont été faits au cours de la période, mais c'est la carte de gauche, avec des agrégats quand même assez importants, donc c'est une disparité assez forte entre régions. Et les points fixes qui se sont pas mal développés, on est à presque 15 000 aujourd'hui, avec une couverture qui est hétérogène également, mais qui est quand même plus importante. L'évolution au cours du temps, c'est de la participation. Les transects routiers sont développés très vite au début, ont tendance un peu à s'éroder, même si on a quand même une centaine de participations, un peu plus de 100 participations par an encore aujourd'hui. Et le protocole pédestre qui s'est développé de façon plus modeste, mais qui se maintient quand même pas mal au cours du temps. Et notamment, parce qu'il y a un certain nombre de structures, j'en ai listé quelques-unes en logo en bas, qui sont investies depuis très longtemps, depuis pratiquement le début. Et qui, grâce à elle, c'est grâce à elle qu'on a déjà des résultats de tendance aujourd'hui. Le protocole point fixe est plus récent, il s'est développé de manière exponentielle pendant 5 ans et il continue à augmenter, mais de façon un peu plus modeste sur les 2 dernières années, pour atteindre presque 15 000 nuits d'enregistrement par an. Donc bon, ça fait beaucoup de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vigikiro au début, donc il y avait à peu près 20 000 séquences enregistrées par an de chauves-souris, donc c'était validé manuellement à 100% par les participants et nous, validateurs, coordinateurs. Mais c'est vite devenu un peu compliqué, donc avec Jean-François Julien notamment, on a développé la classification automatique au cours du temps à partir de 2010, et on l'a mis en place via un portail web en 2015. Donc bon, vous savez tout ça pour beaucoup d'entre vous, je vais un peu vite. Le principe du portail web, c'est d'envoyer la donnée collectée via Internet pour qu'elle soit sauvegardée donc sur bande magnétique maintenant, donc avec un bilan carbone faible. C'est important de le savoir, parce que sinon
serait un peu rude. Et donc du coup, identifié automatiquement avec des bilans qui sont envoyés relativement rapidement. Donc l'identification automatique est faite avec un logiciel qui s'appelle Tadarida. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai déjà présenté ça. Qui en fait détecte les cris de chauve-souris, mais également tous les événements sonores. Les classifie grâce à une base d'apprentissage assez volumineuse et propose à l'utilisateur, l'utilisatrice, une identification d'espèce associée à un score. Donc en bref, quelques autres faits marquants récents avant de parler de tendance, c'est qu'en 2018 on a mis en place ce qu'on appelle la classification contextuelle, c'est-à-dire que le logiciel maintenant il propose une identification qui ne dépend pas seulement des cris qui sont présents à l'intérieur du fichier, mais également de ce qui se passe au cours de la nuit ou au cours du transect en entier. Ça a corrigé pas mal d'erreurs, même si c'est encore loin d'être parfait. On a une meilleure couverture géographique, comme vous avez pu le voir, mais notamment parce qu'il y a des régions qui se sont lancées dans des plans d'échantillonnage assez ambitieux. Liste non exhaustive. On a mis en place avec le contexte Covid des formations en ligne tous les mois, qui fonctionnent relativement bien. Et il y a aussi une nouvelle appli qui a été mise à disposition pour visualiser et valider les données. On a un programme assez chargé dans l'année qui vient, et les années qui viennent, d'ajout de fonctionnalités, de mise à jour du classificateur. Donc comme on stocke toute la donnée, ça nous permet si on arrive à améliorer la classification automatique, ce qui ne devrait pas. Voilà, ce qu'on peut faire, qu'on sait faire au fur et à mesure, on est en capacité de réaliser toutes les données au cours du temps et donc d'améliorer la qualité des données. Et on va s'intéresser aux fréquences audibles, donc là c'est un peu hors sujet pour les chauves-souris, mais ça nous occupe pas mal. Donc les tendances. Donc c'est l'objectif premier du programme. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec le modèle statistique qui est utilisé. Donc en gros, on modélise l'activité en fonction du temps. Donc le temps, on utilise plusieurs modèles avec une hypothèse de tendance linéaire, mais on a aussi, là, comme on a maintenant 16 ans de données, on commence à regarder un peu plus d'autres hypothèses de changement de pente, d'estimation par année ou par groupe d'années, pour voir un peu si cette tendance elle a changé au cours de cette période qui commence à être un peu longue. Et bon, on a tout un tas de variables de contrôle pour corriger les biais, gérer la pseudo-réplication, etc. Donc les résultats principaux, donc il y a 6 espèces sur lesquelles on a une précision une robustesse et une précision pas trop mal, même si elle est assez variable. Donc on a 4 espèces en déclin significatif. La pipistrelle commune, c'est l'espèce la plus abondante dans le jeu de données d'assez loin, elle a un déclin qui est mesuré de façon assez précise, de l'ordre de 20 à 30% sur la période. Et on a Cristallinatus, Sérotine commune et Noctu commune qui sont aussi en déclin avec une précision qui est moins bonne, c'est des espèces moins abondantes. Mais quand même, pour la Noctu commune, on sait qu'on a un déclin sévère, même si on ne mesure pas très précisément. Donc ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on a regardé aussi l'allure de la courbe, regarder justement s'il y avait un changement au cours du temps de tendance. Il n'y a pas de changement significatif de tendance sur les pipistrelles. Par contre, sur les sérotubes, on a une allure dite convexe, c'est-à-dire que le modèle quadratique en fait prévoit que la tendance s'améliore au cours du temps entre 2006 et 2021. Donc si on regarde les courbes sur un modèle qui prévoit 2 changements de pente maximum, on a ces allures-là. Donc sérotine commune et Noctu commune, il semblerait que le déclin soit concentré vraiment sur le début de période et soit stabilisé. Enfin, la tendance se serait stabilisée dernièrement. Donc il y a une différence significative de tendance entre le début et la fin. C'est le cas aussi de la Noctu bellesphère. La Noctu bellesphère, on a même une augmentation significative sur la fin de la période. Alors on sait apprendre encore un peu avec des guillemets ces résultats parce que on a possiblement des biais géographiques puisque la représentativité géographique du réseau a pas mal changé au cours du temps. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Pour certaines espèces, on a aussi des différences significatives de tendance entre régions. Alors même si on ne peut pas faire des analyses sur toutes les régions parce qu'il y a plus ou moins de données, il y a beaucoup de régions qui ont beaucoup de données mais seulement récentes, donc du coup on ne peut pas forcément encore faire de tendances robustes, avoir des tendances robustes. Mais par exemple sur la pipistrelle commune, on a 5 régions sur lesquelles on a des tendances au déclin significatif qui sont elles, significativement différentes des tendances en Bretagne et Normandie, où là, on est proche de la stabilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit déclin, mais en tout cas, si la pipistrelle commune décline peut-être dans sa région, elle déclinerait moins. Alors, ce qu'il faut voir aussi, j'ai mis le stable sur la Normandie, il est décalé à gauche parce que les données normandes, en fait, le poids du suivi sur le PNR du B5-Cotentin, donc une zone relativement petite, est très important. Donc, c'est essentiellement la résultat sur ce PNR-là, en fait.
Voilà, donc ça c'est pour la puce commune, on a plus de puissance statistique, mais on a aussi un petit peu de différence de tendance sur la sérotine commune, avec même des régions, Occitanie et Bretagne, où elle serait en augmentation. Donc du coup ça pose question sur la représentativité des déclins observés à l'échelle nationale. Il peut être représentatif seulement d'une partie du pays. Et on a la même chose sur notre l'ESCAR, qui elle est stable à l'échelle nationale, sur le modèle quand on prend toutes les données. Et là on aurait une différence nord-sud, voilà, on n'a pas des résultats possibles, des résultats significatifs sur toutes les régions. Mais il semblerait qu'en fait elle décline en Ile-de-France et de France, mais pas le contraire, une augmentation plutôt vers le sud. Ça peut être aussi biaisé par le fait qu'on a des suivis qui démarrent plus tard, notamment en Occitanie. Donc on ne sait pas, c'est pas forcément. Voilà, avec ces modèles-là, on va essayer de travailler dessus. On ne peut pas forcément distinguer les deux facilement. Sinon, sur les autres espèces, on a quelques tendances encore peu robustes. Alors peu robustes parce que c'est significatif, mais il y a un problème de collinarité avec d'autres variables, notamment les aléas météorologiques. C'est lié au fait que ces espèces-là, elles sont surtout suivies par le point fixe, et sur le point fixe, on a des séries temporelles qui sont courtes encore, 7 ans au maximum, et en fait la plupart c'est moins de 5 ans. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc il y aura des augmentations pour Barbastel, Royal Gris, Murin Échancré et Murin du groupe Natera. Et déclin pour Mignoptère, Murin Moustache. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une relative cohérence avec les données suivies et les connaissances d'expansion d'aire de répartition pour la Barbastel. Donc il y a une chance que ce soit à peu près vrai, mais ce n'est pas du tout garanti que ce soit vrai pour toutes les espèces. On verra d'ici quelques années. Donc je vais peut-être accélérer. Bon, je ne vais pas aller trop loin sur les causes de déclin, c'est surtout pour faire. Ça va sûrement être abordé par plein de présentations. Il y en a plein, j'en ai cité quelques-unes qui nous paraissent des hypothèses fortes. Pendant cette période-là, il y a des très gros changements de pratiques agricoles, notamment l'usage de pesticides. Donc je pense que Rodolphe va sûrement en parler demain matin vers 9h20, même si ce n'est pas le cœur de ce sujet. Il y a le dérèglement climatique. On sait qu'il y a déjà des impacts, des résultats en Europe, même si on n'a encore rien vu sur ce qui risque de se passer dans la prochaine décennie. L'éolien, donc il y a pas mal de résultats. Camille et Kelly vont en parler demain matin. Pollution lumineuse, ça va être abordé dans un atelier cet après-midi. Il y a eu aussi des gros changements de pratiques d'éclairage public pendant cette période-là. Il y a sûrement eu un impact et l'urbanisation qui a été assez forte également. Liste non exhaustive. Donc perspective, on est quand même sur une croissance en nombre de données, donc on peut espérer qu'on ait des tendances plus robustes sur un plus grand nombre d'espèces d'ici peu, avec notamment pas mal de régions qui ont commencé des suivis ambitieux ces dernières années. On aimerait aussi développer, on manque un peu de moyens là, dans l'immédiat, mais c'est un truc qu'on a vraiment en tête, c'est des outils pour inciter les personnes à répéter des enregistrements standardisés, des points fixes par exemple, mais pas forcément uniquement, qui ont été abandonnés. Ça permettrait vraiment d'augmenter la puissance statistique des résultats de tendance. Et on a un programme de fond, mais qui est plus à l'échelle de l'équipe Viginature, maintenant c'est structurant sur les indicateurs qui nous permettent de progresser pas mal en 2 stats. Donc on va sûrement améliorer nos méthodes aussi pour les stats aussi peuvent être une marge de progression pour avoir des tendances plus robustes et plus précises. Donc voilà pour les tendances. Je vais parler un peu rapidement de cartes prédictives. Donc l'objectif là c'est de prédire la variation de densité de la population pour une espèce à l'échelle du territoire. Donc on tient bien compte de l'échantillonnage. Normalement c'est pas biaisé de cette façon-là en tout cas. Ça permet par exemple de voir quelle est la responsabilité de chaque région, comment les populations sont structurées. Il y a des choses qui sont connues, mais peut-être ça peut révéler des choses qui n'étaient pas forcément suspectées ou pas certaines. La méthode, là, on est sur de l'apprentissage machine, c'est des algorithmes qu'on utilise justement pour la classification des cris de chauve-souris. On utilise la même méthode, on essaie de prédire le nombre de contacts par nuit avec des covariables habitat, climat, topographie, latitude, longitude. Donc par exemple sur la puce commune, ça met ça en évidence. Il y a pas mal de nouvelles données sur la Bretagne là, qui ont été intégrées à Vigikiro, qui ont l'air de montrer que c'est là-bas qu'il y en a le plus. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, toutes les cartes elles sont sur le poster qui est juste à l'entrée. Rapidement, voilà, le puce on voit que c'est les populations les plus denses sont vraiment sur ce méditerranéen, Vallée du Rhône.
Trait de recul, même chose, Vallée du Rhône, Provence, etc. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais passer un peu les cartes. On a des limites méthodologiques qui sont encore à creuser. Par exemple, je vais m'arrêter sur le mur de Banton, là, la carte est très moche. C'est pas vraiment un problème de modélisation, c'est un problème de représentation graphique. C'est une espèce qui, du coup, étant concentrée essentiellement sur la surface de l'eau, il faudrait en fait des prédictions beaucoup plus fines pour avoir une jolie carte pour cette espèce-là. Hop, je passe. Donc voilà, actuellement, on a un peu. Ces cartes, elles sont validées un peu à dire d'expert, on va dire. D'ailleurs, on est pas mal preneur de vos retours sur ce que vous trouvez bizarre sur ces résultats. Mais il y a un travail sur la méthode qui est en cours par Charlotte Renard, qui a un programme de recherche sur l'étude de la migration, et avec un volet important de modélisation spatiale. Et elle va en parler cette année, qui sûrement nous fera progresser dans l'utilisation de ces méthodes-là. On a une autre limite, c'est que le taux d'erreur d'identification acoustique il est assez fort sur certains groupes, Royal Métis notamment. Donc ça permet pas de produire des cartes précises pour pas mal d'espèces. D'où l'idée de mobiliser les données capture pour estimer la proportion de chaque espèce au sein de ces groupes et donc produire des belles cartes pour ces espèces-là. Donc il est venu me voir pour essayer de voir comment on pouvait mobiliser les données de capture. Donc très rapidement, je pense qu'on peut rappeler ici que la capture, ça reste une méthode invasive, mais qui est incontournable pour obtenir des données sur certaines espèces, sur le sexe, l'âge, avoir aussi des informations sur l'état des individus, au niveau morpho et stature pro, et puis qui est utile pour marquer les individus, poser des émetteurs ou prélever des échantillons. Donc, dans le cadre de la plateforme Catchy dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait fait un appel aux données. Donc, un grand nombre d'entre vous, et ça on vous en remercie, a mis à disposition son jeu de données de capture. Et ces jeux de données de capture sont récoltés donc, dans le cadre de projets de conservation à l'échelle locale. Ce qui nous permet d'avoir un grand jeu de données à large échelle spatio-temporelle, avec des données de qualité qui sont de mieux en mieux harmonisées. Donc il a fallu quand même apprivoiser ces données, il y a un gros travail de nettoyage et bientôt on aura un outil, donc l'outil des BKO dont je vous ai parlé aussi ce matin, qui nous permettra de saisir ou d'importer des données encore plus facilement. Donc les données, on en est à 77 000 données, enfin c'est des données qui ont été utilisées là dans ce cadre-là. C'est des données qui sont parfois des données historiques, mais avec la plupart des données à partir des années 2012, et puis voilà, ça représente 2929 communes. Donc on a quand même une belle répartition spatiale des données. On voit un peu les groupes qui roulent, ça se dessine sur une carte. Il y a aussi les données de l'ONF. Donc globalement, les espèces capturées, donc on est à 50% sur Pipistrelle commune, Murin de Banton, Murin de Bechstein, Aurélia roux et Murin de Latéraire. Mais on capture quasiment toutes les espèces. Donc là, très brièvement aussi, la répartition des captures, ça va finalement du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, avec un pic en juillet et en septembre, notamment les activités de swarming. Et je vous ai mis en dessous donc, les effectifs pour deux espèces, Pipistrelle commune et Murin de Latéraire, pour vous montrer que les activités de capture diffèrent aussi selon les espèces. Pour le Murin de Latéraire, on voit clairement le pic pour le swarming. Donc, cette idée de carte, il s'agit du coup d'identifier un groupe d'espèces sur lequel il y a un taux d'erreur important. Donc, par exemple, prenons les oreillards, on a 3 espèces en France, roux, gris, montagnard. Donc, c'est relativement facile de faire prédire l'activité du groupe en entier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs acoustiques entre les oreillards et d'autres espèces de chauves-souris. Donc, voilà à quoi ressemble la distribution de l'activité acoustique d'oreillards en France, enfin, en tout cas avec les données Giro. Et avec les données capture, on peut estimer la proportion de chaque espèce dans les données capture en fonction des lieux, des habitats. Donc ça donne ces trois cartes-là, donc le roux en haut, le gris au milieu et le montagnard donc très localisé en bas. Et donc si on multiplie la carte de gauche, les données de la carte de gauche avec les données des cartes du milieu, on obtient un résultat qui correspond en fait à la prédiction de l'activité de chaque espèce sur la base des deux jeux de données. Ça a l'air de tenir à peu près la route. Donc elles sont aussi sur le poster, ces cartes-là.
Ça nous semble aussi fonctionner pas mal pour les murins de grande taille, hein, qui sont vraiment très difficilement, voire impossiblement identifiables sur un acoustique. Donc là, c'est le grand murin et le petit murin du groupe méridional. Et le punicus, c'est facile, il suffit juste de croquer la corse. On a aussi fait pour des murins des petits myotis en prenant en compte des groupes variables. Là. En l'occurrence, la catoé, on s'aperçoit dans l'acoustique qu'il est essentiellement confondu avec l'échancré par le modèle, mais très peu d'erreurs avec d'autres espèces. Donc du coup, en sommant l'activité d'échancré plus alcatoé en Vigikiro et en prenant la proportion d'alcatoé échancré sur les données capture, je ne sais pas si vous me suivez, on obtient cette carte-là. Pour le Bechstein, il y a beaucoup plus de confusion avec beaucoup plus d'espèces, donc c'est peut-être un peu plus hasardeux, mais ça donne ça. Je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Ça tient peut-être un peu moins bien la route. Voilà, bon, l'échancré, on a fait aussi moustache. Et le rhinolophe aussi, où il y a quand même une proportion importante de rhinolophe qui passe en rhinolophe en prédiction acoustique. Donc il semble intéressant de mobiliser les données capture pour le cartographier mieux. Voilà, bon bref. Donc perspective, je sais que tu en as déjà parlé. Hein. En gros, quand on aura plus de données capture, ce sera encore mieux. Ce sera nettement mieux. Il y a vraiment un enjeu à mesurer la précision de chaque étape de modélisation. Hein. Pour l'instant, on avance un peu à tâtons. Encore une fois, le projet de Charlotte devrait nous faire progresser pas mal. Et toujours aussi, je répète, la mise à jour du classificateur de Tazarida l'hiver prochain. Donc là, c'est sûr, on va le faire. Et petite perspective un peu annexe, presque hors sujet, on va peut-être passer au deep learning, c'est d'autres familles d'algorithmes de classification automatique. Parce qu'on commence à expérimenter ça pour d'autres taxons que les chauves-souris. On n'est pas sûr de l'utiliser pour les chauves-souris, mais c'est possible, et c'est possible que ça nous fasse faire un. Voilà, merci pour votre attention et merci à tous les participants et tous les fournisseurs de données qui font vivre ce genre. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question concernant les données de gîtes hivernaux. Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que c'est des données qui intéressent? Vous voulez dire pour les tendances ou pour... Oui, pour les tendances et les cartes que vous avez montrées. Alors pour les cartes, je pense que c'est peut-être un peu délicat à utiliser, mais on pourra y réfléchir, clairement. Et pour les tendances, oui, c'est très intéressant. On a parlé... Donc, cette année, on va relancer l'appel pour justement réévaluer les tendances qui avaient été faites en 2015. On proposera des ateliers, donc, notamment Christian et Jean-François qui vont animer tout ça, donc proposer des ateliers pour revoir le script et le relancer. Et la nouveauté, ce sera probablement d'intégrer aussi les gîtes d'été. Donc après, il y a forcément un moment donné où on compare un petit peu les résultats entre ce qui est obtenu par Vigikiro, ce qui est obtenu avec ces tendances hivernales, ça se complète très bien. Il y a une publication anglaise qui compare les différents types de suivi été, hiver et acoustique qui est assez intéressante. Je me souviens un petit peu de ça. Si c'est quel par ouais. Sur quelle durée il faudrait avoir un suivi acoustique pour commencer à avoir une tendance? C'est une bonne question. En fait, alors, ça dépend de l'échantillonnage. En principe, imaginons qu'on faisait des milliers de points, on pourrait comparer l'année 2022 avec l'année 2023 par exemple, mais on ne sait pas trop ce qu'on mesure dans ce genre de cas. On risque de mesurer des variations d'activité liées à la météorologie, ce ne sera pas forcément facile. Et c'est pour ça que pour les chauves-souris, comme la plupart des taxons, on recommande 10 ans en fait, de série temporelle pour être sûr que ce qu'on mesure, c'est des réelles tendances populationnelles et pas des différences d'activité. Parce qu'il peut y avoir des fluctuations d'activité, du fait que la météo était bonne, donc les chauves-souris ont été actives plus longtemps en moyenne par nuit, et donc, du coup, on risque d'avoir des aléas de ce type-là sur des durées plus courtes. Mais c'est pour ça que
Ouais, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. En gros, JPO, la première tendance qu'on a publiée, c'était au cours de 7 ans, et on a mis beaucoup de pincettes sur le truc, mais elles se sont révélées quand même à peu près cohérentes avec ce qu'on avait au bout de 15 ans. Et là, sur le point fixe, on commence à voir des choses, mais on voit que statistiquement, justement, si on prend les aléas météo, vent, pluie, température, on a des problèmes de corrélation avec l'effet année sur un petit nombre d'années qui disparaissent avec le temps. Donc, 7 ans, ça a l'air d'être 10 ans, un peu empirique comme